Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord des Étoiles du droit et de l'innovation, le podcast qui vous propulse dans l'univers juridique de demain. Je suis Quentin Ramaget, juriste en droit des sociétés, LegalOps et fondateur de Legal Jedi. J'accompagne les directions juridiques et les cabinets d'avocats dans leurs projets de transformation. Je les aide à trouver l'équilibre dans la force, entre l'humain et la technologie. Je les aide à ne pas tomber du côté obscur du fameux « on a toujours fait comme ça ». Mais assez parlé de moi. Si vous êtes ici, c'est surtout que vous voulez entendre l'histoire de ces véritables aventuriers et visionnaires du droit. Ils nous viennent des quatre coins de la galaxie juridique. Ils sont juristes, avocats, notaires, éditeurs de LegalTech, entrepreneurs, mais surtout passionnés. Dans ce podcast, vous découvrirez des échanges captivants avec ces pionniers qui, comme nous, croient en un droit plus moderne, plus clair et surtout plus accessible. Alors embarquez avec moi à la rencontre de ces esprits révolutionnaires qui redéfinissent les contours de nos professions. Bonne écoute. Bonjour Cassandre, merci d'avoir accepté l'invitation de venir partager ton expérience sur les étoiles du droit et l'innovation. Avant de commencer, je te propose peut-être de te présenter pour ceux qui n'ont pas la chance de te connaître déjà. Donc si tu veux nous raconter un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours. Oui, avec plaisir. Déjà, bonjour Quentin, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Donc, mon parcours en quelques mots, alors il a commencé à la faculté de droit de Rennes, où j'y ai fait donc ma licence, mon master 1 droit des affaires et ensuite mon master 2 en droit du numérique. Et durant mes études, en fait, j'ai rapidement voulu m'intéresser aussi au domaine extérieur au droit et je me suis inscrite à un master que j'ai effectué en parallèle de mes études de droit en management de l'innovation et plus précisément en transformation digitale des entreprises. Et ça m'a vraiment ouvert des portes, ouvert l'esprit sur une autre pratique qui existait. Et ça m'a amené vers le design thinking. Je ne sais pas si c'est un terme qui est clair pour toi. Oh, pour moi, ça va, mais je pense qu'un petite piqûre de rappel à ceux qui connaissent pas encore, ils seront ravis de vraiment connaître ce que c'est que le design thinking, effectivement. Oui, effectivement, le design thinking, quand on connaît pas, ça fait un petit peu charabia, anglicisme. Souvent, ça fait un petit peu peur, donc vaut mieux le définir. Donc en fait, c'est tout bêtement comment développer des solutions pertinentes qui répondent aux besoins des utilisateurs. Donc quand on dit utilisateur, c'est vraiment très vaste. Si par exemple vous rédigez une note juridique à destination de chefs d'entreprise, bon là les chefs d'entreprise, on va les appeler les utilisateurs. Et donc en fait c'est une méthode pour être certain à 100% de la pertinence de la solution. En fait, on s'est aperçu que c'était les utilisateurs eux-mêmes qui connaissaient au mieux leurs besoins et comment ils attendaient qu'on y réponde. Et donc, le fait de les intégrer dans la conception d'une solution, ça nous assure en fait d'être en adéquation avec leurs besoins. Donc en fait, si on pouvait faire un peu un parallèle avec quelque chose qui parle peut-être plus, peut-être même aux plus jeunes, c'est un peu si on ramenait ça au domaine des jeux vidéo, c'est un peu la jouabilité, c'est-à-dire que les concepteurs de jeux vidéo vont imaginer l'expérience du joueur, savoir si c'est facile, si c'est intéressant, si c'est captivant. Donc finalement, c'est un petit peu ça, mais ramené à un autre domaine, donc en l'occurrence le droit. Pour toi, tu vas nous expliquer un petit peu, mais voilà, le design thinking, si je me trompe pas, c'est à peu près ça, c'est rendre quelque chose qui soit bien pour l'utilisateur final. Exactement, c'est ça, et garantir une expérience satisfaisante, efficace. Donc c'est exactement ça. Et peut-être juste pour les jeunes auditeurs qui voudraient aussi s'ouvrir un peu l'esprit, est-ce que tu nous partagerais le nom ou l'école dans laquelle tu as fait ton master qui t'a ouvert l'esprit sur ça? Oui, alors c'est un master qui est proposé par l'université de Rennes 1. Et pour ceux qui sont intéressés et qui souhaiteraient peut-être commencer de façon un peu plus simple que sur une formation de 1 an, il y a des hackathons qui existent et qui sont d'ailleurs en partenariat avec plusieurs professionnels, plusieurs entreprises et notamment des professionnels du droit.
Et donc là, le hackathon en question qui est rattaché donc à cette formation s'appelle le Challenge Digital Transformer. Que je conseille vraiment à 100% pour tous les étudiants de Rennes, professionnels du droit ou pas. Et du coup, donc là, tu nous as parlé du design thinking. Comment est-ce que le design thinking vient se rattacher au droit? Parce que dans Oui. les étoiles du droit et de l'innovation, on parle de droit. Comment est-ce que le design thinking vient se rattacher au droit et quelles sont ses applications dans le monde juridique? Oui, alors c'est une très bonne question et en fait c'est la question que je me suis posée à la base quand je connaissais donc cette méthode du design thinking, mais au fait au départ elle était complètement indépendante pour moi du droit et je me suis dit mais tiens c'est dommage parce qu'en fait en droit en plus on s'adresse souvent à des non-juristes et donc ça serait justement intéressant de les intégrer dans la démarche et je me suis dit mais je vais creuser un petit peu et voir si par hasard, ça serait possible de mixer design thinking et droit. Et en fait, très rapidement, j'ai découvert que j'avais rien inventé du tout et que ça existait déjà depuis des années dans une pratique qu'on appelait du coup le legal design, qui est donc un mix entre le droit et le design pour design thinking. C'est pas très grave de pas l'avoir inventé, au moins tu l'as trouvé. C'est déjà ça. Ça arrive souvent, hein. C'est comme moi, c'était pareil avec les LegalOps. On pense se dire tiens, je fais quelque chose qui n'est pas juriste, qui est un peu différent, puis on se rend compte qu'effectivement certains sont LegalOps depuis bien longtemps et qu'en fait on le laisse sans le savoir. C'est ça, exactement. Et du coup, le legal design, parce que nous voilà au cœur du sujet, en 2-3 mots, si tu devais résumer, qu'est-ce que c'est? Alors le legal design, c'est une façon de s'adapter aux personnes à qui on s'adresse. Et c'est une façon de s'assurer que les personnes à qui on s'adresse, qui ne sont pas forcément des juristes, comprennent l'intégralité de l'information qu'on est en train de leur transmettre. Donc, le legal design, c'est vraiment très large en fait comme sujet et il peut s'appliquer à toute solution juridique quelle qu'elle soit à partir du moment où on a besoin de se faire comprendre par les personnes à qui on s'adresse. Donc, en général, comme c'est mieux de se faire comprendre, j'ai envie de dire que le legal design s'applique quand même assez souvent. Oui, c'est ça, ça peut être aussi bien un document juridique qui est, on va dire, légal designé. Ça peut être une expérience utilisateur, moi je sais pas, sur le site internet d'un organisme public qui veut que le public comprenne ses obligations juridiques, ses droits, ses devoirs, et donc avoir une expérience utilisateur avec des schémas, avec des explications qui sont claires. D'ailleurs, on le voit bien sur le site, par exemple, des impôts. Bon, c'est pas le préféré des gens, mais sur les sites du gouvernement français en général, on voit qu'il y a une petite clarification depuis quelques années, sous forme de questions, sous forme de schémas, pour que les gens comprennent. Parce qu'effectivement, tout est du droit un peu dans notre vie, que ce soit notre vie personnelle, notre vie professionnelle, quand on se marie, quand on achète une maison, quand on va acheter une baguette de pain, on passe un contrat d'achat avec le boulanger. Bon, il n'y a pas de conditions générales, mais on le sait bien quand on fait du shopping sur Internet, en général, on coche sur j'accepte les conditions générales sans les lire. Et c'est typiquement le genre de document que les gens ne lisent pas parce qu'ils ne le comprennent pas en général. Voilà, exactement. Et pour revenir à ce que tu disais par rapport aux communications de l'État auprès des justiciables, il y a vraiment un effort qui est fait. Et d'ailleurs, il y a plein de ressources de l'État qui sont accessibles. Il y a toute une démarche qui rend publique. Et il y a même des gens qui travaillent pour le gouvernement et qui sont vraiment spécialisés dans ces questions d'accessibilité, de design. Et vous avez même d'ailleurs une chaîne YouTube qui reprend des méthodes et qui est super, qui s'appelle Design Gouv. Donc je conseille vraiment à toutes les personnes qui souhaiteraient en savoir plus d'aller visionner les vidéos de cette chaîne. D'accord, super. Eh ben, Design Gouv, hein, que tout le monde retienne bien, Design Gouv pour aller s'inspirer de ces modèles. Donc bon, maintenant qu'on voit un petit peu mieux l'utilité du legal design, par quoi ça commence? Parce que c'est vrai que généralement, les professionnels du droit ont tendance à penser, c'est pas égoïste, hein, mais à penser à eux, c'est-à-dire qu'ils s'expriment dans leur jargon, avec leurs termes,
en espérant que la personne de l'autre côté va comprendre ou qu'elle fera ce qu'elle peut. Le legal design, finalement, c'est inverser le sens de la pensée, penser au destinataire avant de penser à comment on va rédiger, entre guillemets, le contenu. Voilà, c'est exactement ça. En fait, dans notre formation en tant que juriste, on nous apprend beaucoup à anticiper le contentieux. Et en fait, donc, alors je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, c'est toujours quelque chose d'absolument indispensable, mais je dirais que c'est pas la seule chose qui est importante. Quand on pense par exemple au contrat, donc effectivement, c'est primordial d'anticiper des contentieux et de se protéger. Maintenant, la plupart des contrats ne se retrouvent pas dans un tribunal, en fait. Et au contraire, ils ont vocation à vivre pendant toute la relation contractuelle et à être utilisés, à être lus, à être compris. Disons que c'est pas toujours le cas. Donc, l'idée, c'est effectivement de prendre conscience qu'on est en train de s'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément le même degré d'expertise que nous en tant que juristes. Et c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire. C'est un mécanisme de pensée qui est difficile à acquérir au début et c'est normal. D'ailleurs, ça a même été théorisé dans une expression que je trouve assez sympa qui s'appelle la malédiction de la connaissance. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette expression. Tant mieux, c'est l'occasion. En fait, c'est partie d'un biais cognitif de notre cerveau qui nous empêcherait de faire abstraction de toutes les connaissances qu'on a accumulées sur un sujet. Donc, si je dois donner un exemple du quotidien, tu sais, des fois, tu demandes ton chemin à quelqu'un qui te dit, bah, tu sais, tu vois, dès que tu vois la boulangerie, tu vas à droite et puis au rond-point, tu vas à gauche et puis ensuite tout droit. Et en fait, pour lui, c'est extrêmement clair puisque il a tout le chemin en tête, il a toutes les images. Et puis toi, en fait, en face, qui n'a pas toutes ces images, ça te paraît très abstrait. Voilà, exactement, ça te paraît très abstrait. Et puis tu fais oui de la tête pour être poli, mais en fait, tu n'as pas forcément, c'est pas forcément aussi clair. Et puis pour la personne pour qui justement c'est clair, eh bien c'est impossible de faire abstraction de toutes ces images puisque c'est quelque chose qui est tellement inné qu'elle part du principe que tout le monde a ces images en fait dans la tête. Et le droit, c'est pareil, c'est difficile de se rendre compte finalement de ce qui est compréhensible, ce qui relève du jargon juridique. On l'utilise en fait au quotidien. Donc quelque chose qui est très complexe pour quelqu'un l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre qui a l'habitude de l'utiliser au quotidien. Donc en fait, moi, ce que je conseille tout simplement, c'est d'aller vraiment à la rencontre des personnes à qui on s'adresse et leur demander concrètement des retours en fait. Et ça paraît tout bête, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Et je vais même donner un exemple d'un projet où là, je me suis dit vraiment, ah oui, non, mais c'est systématique de questionner en fait la cible, puisque on se rend pas compte en fait de la différence de perception de l'information juridique. Donc ce contrat, c'était donc, il s'agissait de transformer un contrat de crédit renouvelable. Donc on travaillait avec une banque. Et donc rapidement, les contrats de crédit renouvelable, c'est un contrat qu'on peut signer directement en magasin. Donc on va acheter notre machine à laver et là, on nous propose un paiement en plusieurs fois. Et donc, on nous propose de signer un contrat de crédit renouvelable. Mais c'est quelque chose qu'on fait comme ça rapidement avant d'acheter notre machine à laver et de rejoindre notre voiture. Et en fait, on a vraiment pris le temps d'aller questionner les clients. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une grande partie de ces clients qui n'étaient même pas conscients qu'ils étaient en train de signer un contrat de crédit. Et donc voilà, effectivement, ça fait oui, mal, en fait. Ils avaient payé en plusieurs fois, mais pour eux, c'était pas forcément un crédit. C'est ça. Qui dit crédit dit voilà le taux d'endettement du foyer qui augmente. Donc, voilà. si après on va acheter une maison et qu'il faut déclarer tous ses crédits, la machine à laver qu'on a payée en 5 fois, c'était sympa, qu'on a sorti un peu moins de cash sur le coup, mais peut-être qu'on ne pourra pas acheter la maison, qu'on aura augmenté son taux d'endettement sans vraiment en avoir conscience.
Et justement, il y a des réglementations qui encadrent ces contrats de crédit puisque le taux d'endettement, c'est un vrai sujet et ça peut mener à des conséquences assez dramatiques parce qu'on est face à des taux qui sont extrêmement élevés. Et donc, le mieux, c'est de signer en connaissance de cause. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que souvent dans les banques, toujours, hein, on signe des contrats de crédit, mais on signe aussi un document de la banque qui dit qu'ils nous ont bien informés euh, de ce qu'on signe. Le document est tout aussi long et Oui, indigeste que le contrat de prêt lui-même. Donc finalement, on met une deuxième couche d'incompréhensible par-dessus la première. c'est ça. Mais c'est que ce que tu dis est très intéressant. Et moi, j'ai une anecdote aussi à partager. C'était il y a quelques jours. Je travaille aussi dans la gestion d'actifs en parallèle. Et donc, on avait un fonds d'investissement avec un prospectus, donc pour les investisseurs. Et on a eu besoin de faire vivre, comme tu l'as dit, hein, le droit à sa vie. On a besoin de faire vivre une des clauses du prospectus dans le cas voilà, de nouveaux investisseurs qui rentraient. Et on était en réunion avec plusieurs juristes à ne pas réussir à faire vivre cette clause parce qu'elle était rédigée d'une telle manière que on comprenait pas en fait. Ça avait été rédigé par des avocats spécialisés dans les fonds d'investissement. On avait évidemment revu les documents et validé parce que légalement ça tenait la route et puis c'est des contrats qui font 200 pages ou quelque chose comme ça. Donc on n'a pas le temps de revoir chaque phrase ou chaque mot un par un et c'est effectivement quand on veut faire vivre ce contrat ou une partie précise qu'on se dit ah mais en fait ce qu'on a écrit finalement et donc du coup bah, on a reformulé on a essayé de reformuler en utilisant du langage clair en disant ah oui là c'est quand même un peu plus compréhensible plutôt qu'une phrase qui fait 15 lignes avec éventuellement une virgule. C'est ça, non mais exactement. En fait, souvent quand on parle de legal design, on pense aux non-juristes, mais en fait, ça peut aussi être bien pratique pour des juristes. Puis même au-delà de ça, je sais que des fois, à chaque fois quand j'accompagne des clients, je pars tout le temps de contenu juridique existant que je vais transformer avec mon équipe. Et en fait, des fois, il arrive que je ne comprenne pas une clause. Et vraiment, j'y passe du temps et j'ai beau tourner le truc dans tous les sens, je n'y arrive pas. Et donc, l'important à chaque fois, c'est d'être toujours très rigoureux d'un point de vue juridique. Donc, en cas de doute, je reprends contact avec les juristes avec qui je travaille, donc côté client. Et en fait, il m'est arrivé des fois où, même côté client, ils se disent ah mais oui, effectivement, exactement comme ce que tu viens d'expliquer. Effectivement, je ne comprends pas en fait, et c'est normal que vous ne compreniez pas, c'est que il y a un souci. En fait, des fois, on a des documents juridiques qui ont plusieurs années et c'est normal. Et au fur et à mesure de changements dans la réglementation ou dans la stratégie de l'entreprise, on va rajouter des articles et en fait, on va arriver à un millefeuille et parfois, il y a même soit des répétitions, donc à la limite, c'est pas trop embêtant, mais du coup, au niveau de la lisibilité, c'est pas non plus tip top. Et puis des fois, on a des contresens en fait, hein, complètement. Donc c'est ça aussi le legal design, c'est remettre tout à plat et vraiment sélectionner l'information qui a vocation à être dans ce contrat. Finalement il y a un double intérêt, c'est que quand bien même on franchirait pas le cap de légal designer un document, faire une partie de la démarche pour prendre le temps de relire ces rendus juridiques, se dire ok est-ce que ça veut dire quelque chose, je vais me mettre à la place de mon destinataire juste pour vérifier que c'est cohérent. Finalement, rien que ça peut être déjà un premier pas. Après, voilà, libre à chacun de mettre en legal design ou pas, mais c'est qu'on voit que dans tous les cas, il y a une partie extrêmement utile pour chacun. C'est de vérifier la cohérence, que comme tu dis, le droit, c'est aussi beaucoup d'habitude. On a toujours fait comme ça, c'est le document qu'on a toujours utilisé. Et effectivement, le document, il a 15 ans, on a rajouté des articles au fur et à mesure de l'évolution de la loi, et on arrive avec ce fameux millefeuille, mais qui est pas très digeste, voire Complètement. incohérent. Voilà. Parfois, on se rend compte qu'entre deux clients entre deux contrats, pardon, la même clause va être rédigée différemment ou les définitions vont être différentes, alors que seulement s'il y avait une harmonisation, bah, déjà on y gagnerait. Et après, effectivement, le côté visuel peut venir s'ajouter. Quand on parle legal design, comme tu l'as dit, c'est la rigueur juridique est extrêmement importante et certains sont encore réfractaires et pensent que le legal design, c'est du dessin. Oui. Ils voient que le côté, on va dire, artistique. Alors, c'est très beau, mais certains disent souvent,
Oui, mais c'est simplifié, genre comme si finalement on enlevait de la rigueur juridique pour mettre du dessin à la place, alors que tu vas préciser, mais je pense que non. Oui, Ton travail, c'est de garder la rigueur juridique tout en mettant complètement. du design. Qu'est-ce que tu réponds à ces C'est legal ça. designers sceptiques? Oui, alors déjà, c'est important de le mentionner, donc tu as bien fait de le mentionner. En fait, l'objectif du legal design, c'est d'avoir un document qui soit utilisé, qui soit utilisable de manière simple, efficace. Et en fait, si on considère à un moment qu'avec des pictogrammes, etc., ça va améliorer la compréhension, bah dans ce cas-là, c'est pertinent. Mais en réalité, il y a plein de projets en legal design qui ne comportent pas forcément de dessin ou de pictogramme. Et en fait, le cœur aussi du legal design, tu l'as mentionné d'ailleurs tout à l'heure, c'est le langage clair. Et en général, quand les gens sont un petit peu sceptiques face au legal design, c'est peut-être aussi parce que le concept de langage clair n'est pas forcément clair pour le coup pour eux. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, donc le langage clair, c'est un ensemble de méthodes qui permettent de partager de l'information complexe de manière compréhensible par tous. Donc, on parle de langage clair puisque c'est pas toujours rattaché au juridique, ça peut être rattaché à la science, par exemple. Et dans le domaine du droit, donc on parle de langage juridique clair. Et donc, l'idée, c'est de ne pas toucher au fond. Le fond est strictement le même, c'est-à-dire qu'on va transmettre la même quantité d'informations avec le même niveau de détail, mais par contre, on va revoir la structure des phrases, la structure du document. On va par exemple, quand c'est possible, enlever le jargon juridique pour le reformuler en un vocabulaire plus compréhensible, mais à la fin, on aura le même niveau de détail. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. Si un jour, vous voulez faire du legal design et on vous propose de vulgariser des termes et puis vous vous retrouvez d'un document de 20 pages à une seule page, attention, c'est peut-être pas vraiment du legal design puisque en général, on change pas vraiment le nombre de pages, sauf si vraiment, comme je disais tout à l'heure, on a eu besoin d'enlever les répétitions, ce genre de choses. Mais on va pas faire de compromis sur la rigueur. Ça, c'est systématique. Et c'est Oui, vraiment important puisqu'on utilise... Ouais, c'est quasiment un travail mot par mot ou phrase par phrase. C'est-à-dire qu'on va oui, éviter, par exemple, les doubles complètement. négations pour mettre des phrases affirmatives, parce que l'affirmatif se comprend mieux que le négatif, plutôt que de mettre des exceptions ou des exceptions d'exceptions. On peut mettre des Oui, listes, des bullet points, tout ce travail vraiment phrase après phrase. Donc, effectivement, à la fin, on peut effectivement gagner peut-être quelques lignes, mais on va pas raccourcir le document. C'est pas une synthèse. C'est pas un résumé. C'est pas une synthèse. C'est vraiment de la reformulation. exactement. C'est de la reformulation, littéralement, phrase par phrase, où on va adopter un certain nombre de méthodes, comme celle que tu as citée, on parle aussi de passer de la voix passive à la voix active pour vraiment rajouter du concret. Et puis après, en droit, on aime beaucoup les phrases à rallonge. Mais du coup, on va venir un petit peu retravailler ça aussi avec une idée par phrase et permettre au lecteur de ne pas se perdre dans toute cette densité d'informations. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est la hiérarchie de l'information. Donc ça va aussi nous permettre de garder justement le même niveau de détail. Mais par contre, on va partir de l'information la plus importante. Et quand je dis la plus importante, c'est la plus importante pour la cible, hein, pour le lecteur. Et ensuite, on va détailler et on va apporter des couches d'informations comme ça au fur et à mesure. Ça paraît assez simple, mais en fait, quand on touche le domaine juridique, on s'aperçoit bien vite que ce qui nous paraît, nous, le plus important en tant que juriste n'est pas forcément ce qui paraît le plus important pour le lecteur. Par exemple, la règle de droit. Pour nous, juristes, c'est quelque chose qu'on va mettre en premier. Donc, on va commencer, par exemple, par citer l'article ou la jurisprudence. Et ensuite, au fur et à mesure de la réflexion, du syllogisme juridique, on va arriver à la réponse, en fait. Sauf que notre client, lui, l'article,
ça peut l'intéresser, mais il veut d'abord la réponse. Et donc là, justement, tout l'intérêt, ça sera de commencer par la réponse et puis d'offrir toujours la possibilité au client d'avoir un niveau de détail qui correspondra à ce qu'il attend ou non. Et donc là, de citer aussi l'article, mais dans un deuxième temps. Ça, moi, je me souviens quand je travaillais en cabinet d'avocat avant, on avait un service knowledge en interne et parfois on avait besoin de leur poser des questions de droit et souvent la réponse était très longue avec beaucoup d'articles, beaucoup de jurisprudence et à la fin une réponse, voire pas de réponse. La question restait encore un peu ouverte. Alors C'est que non, ça. justement, même si voilà, j'étais juriste, donc je comprenais la réflexion. Quand je m'adressais au service knowledge, c'était pour avoir une réponse à une question, pour ensuite la transmettre au client qui, lui, se fichait un peu de savoir l'article, la jurisprudence, il voulait la réponse. Donc moi aussi, j'étais un peu client du service knowledge et je voulais d'abord ma réponse et après, éventuellement, les sources, le pourquoi du comment, Voilà. mais d'abord la réponse. C'est ça, exactement. Mais dans notre formation juridique, en fait, on nous apprend pas forcément à avoir cette méthode. Et souvent, quand il y a des étudiants qui sortent de la fac de droit et qui arrivent en entreprise, la première fois qu'on leur demande de répondre à un mail et qu'on leur demande une note juridique, ils vont adopter cette méthode avec la règle de droit d'abord. Et en fait, ils vont rapidement comprendre que c'est pas ce qui est attendu par les opérationnels. Voilà, c'est dommage de devoir passer par toutes ces étapes alors que ça paraît quand même assez évident, mais c'est le temps de changer un petit peu les habitudes. Et puis comme tu dis, c'est pas forcément à destination des non-juristes qu'on peut penser que vulgariser entre guillemets, c'est bien pour voilà le citoyen lambda qui n'y connaît rien. Deux avocats qui sont sur un dossier de partie adverse, hein, qui rendent des conclusions, peuvent tout à fait aussi utiliser le langage clair et le legal design, que ce soit pour la partie adverse, que ce soit pour le juge en charge du dossier. Oui. Tout le monde y est gagnant. En fait, c'est pas parce qu'un avocat s'adresse à un autre avocat qu'il est obligé, un charabia technique. Alors effectivement, il y a un côté aussi je pense, fierté. En fait, des années d'études de droit, on apprend plein de termes, on passe des soirées de révision à apprendre des termes et des numéros d'articles et de la jurisprudence. Si après on dit, oui, mais en fait, les numéros d'articles, tu les mets à la fin, c'est d'abord la réponse à la question. Effectivement, il y a tout un travail d'adaptation culturelle à avoir. Oui, complètement. C'est vrai que c'est confortable de transmettre de l'information très complexe et puis de savoir que nous seuls, en tant qu'experts, on va être en mesure d'expliquer avec un langage clair ce qu'on a voulu envoyer au client. Mais effectivement, on peut aussi se dire que c'est plus simple pour tout le monde de communiquer une information claire et compréhensible par tous et ça nous fait tous gagner du temps. Et c'est très juste ce que tu disais par rapport à deux professionnels du droit qui échangent entre eux et notamment dans un contexte de contentieux avec avec des magistrats qui ont une charge de travail assez gigantesque en général et qui souvent aimeraient allouer plus de temps à chaque dossier, mais qui sont vraiment limités. Et quand on arrive à des dossiers qui, en plus de ça, sont extrêmement complexes, puisqu'on peut avoir des dossiers qui sont maîtrisés à 100% par l'avocat qui, lui, est spécialisé, mais par contre qui vont être lus par un magistrat qui, lui, n'est pas spécialisé ou alors qui, tout simplement, n'a pas beaucoup de temps à allouer au dossier. Et donc là, l'utilisation du langage clair, elle est extrêmement pertinente aussi puisque on va permettre aux magistrats de gagner du temps et même d'un point de vue stratégique, la personne à qui on s'adresse comprend nos éléments, nos arguments, forcément, ça aura plus d'impact ensuite. Donc, s'il y a des avocats qui nous écoutent, utiliser le langage clair, ça peut jouer en votre faveur dans le dossier. Si jamais vous êtes un peu mal embarqué sur le fond, la forme peut aider. Misez tout sur la forme. Misez tout sur la forme. Si le magistrat comprend vos conclusions et pas celles de la partie adverse, peut-être que, peut-être que ça peut le C'est faire. ça. En parlant d'importance d'ailleurs du langage clair, si je dis pas de bêtises, ça fait l'objet d'une norme ISO. Maintenant, donc, ce qui veut dire qu'il y a vraiment une prise de conscience de l'importance du langage clair, qu'il y a vraiment une utilité, on va dire, générale. Est-ce que tu as observé quand même un changement depuis que cette norme existe? Est-ce qu'il y a
culturellement, est-ce que ça commence quand même à se propager un petit peu plus rapidement? Alors, j'ai pas l'impression que ça se propage plus rapidement, mais je dirais que c'est un argument qui fait sens. C'est rassurant aussi pour les personnes de savoir que c'est une pratique qui est encadrée et que on peut la valoriser de façon simple avec des normes qui sont établies, qui sont claires. Puisque faire tout ce travail de reformulation et de langage clair, ça demande du temps. Et donc de savoir ensuite que ça peut être valorisé, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens en général. Oui, ça va avoir une valeur de la même manière que les gens, quand on est dans la tech, ça intéresse à la norme, voilà, le 27000, je sais plus combien, sur la sécurité informatique. Maintenant, d'avoir la norme sur le langage clair, ça va être voilà, une preuve de qualité. Complètement. Que oui, il y a du langage clair, mais qu'en plus, il est qualitatif et Oui. qu'il est utile. Exactement, parce que dans cette norme, encore une fois, c'est un ensemble de méthodes qui sont expliquées très clairement. Et ensuite, c'est facile de le rattacher à un texte en langage clair et de lister toutes les méthodes qui ont été appliquées pour ce texte pour qu'il soit compréhensible à tous. Un autre domaine, je pense, où le legal design doit être utile, et un peu ton expérience, c'est dans la formation. Parce qu'effectivement, la formation, comme un document juridique, les formations sont données généralement par des experts, donc qui ont ce jargon, qui ont cette connaissance, à des non-juristes ou à des moins experts. Ça arrive souvent d'avoir des formations clairement indigestes. Moi, je sais que j'ai des formations obligatoires chaque année sur la lutte contre le blanchiment, des choses comme ça, dispensées par des avocats experts. Et c'est 30 slides de textes, de normes, d'obligations. C'est pas interactif du tout. Oui. C'est 1 heure de présence, on va dire, pour avoir le certificat à la fin et dire j'ai mon petit papier, j'ai fait la formation anti-blanchiment, j'ai tout compris, alors que pas vraiment en fait. Quelle est pour toi l'importance du legal design dans la formation et comment toi tu y contribues? Oui, alors effectivement, ça fait partie des supports sur lesquels on travaille en legal design ou dans mon agence, donc qui s'appelle WALD d'ailleurs. J'ai pas eu l'occasion de le mentionner. En fait, c'est tout simplement pour gagner en efficacité. Quand on est face à des personnes qui souvent en plus se sont inscrits, comme tu disais, de façon contrainte à la formation, c'est rare qu'il y ait des personnes qui attendent avec impatience la formation juridique. Et donc, on a des personnes qui souvent en plus ont déjà un certain nombre de tâches qu'elles auraient aimé remplir ce jour de la formation. Donc, on est dans un contexte où on doit trouver des techniques pour marquer les esprits, pour capter l'attention. Et en legal design, justement, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est marquer l'attention, être clair pour ensuite pouvoir rester en mémoire. Et le but de cette formation, c'est quand même que, si on la dispense, c'est qu'elle a vocation à être appliquée ensuite. C'est des entreprises qui doivent respecter des normes. On peut parler aussi du RGPD, des entreprises qui sont soumises à un certain nombre de règles. Et pour que ça fonctionne, il faut que tous les salariés de l'entreprise contribuent aussi au respect de ces règles. Mais encore faut-il que ces règles soient claires pour tout le monde, en fait. Donc après, il y a différentes techniques. Pour ceux que ça intéresse, le village de la justice partage les prix de l'innovation en management juridique des directions juridiques. Et c'est très intéressant d'avoir un retour de ces directions qui ont appliqué le legal design dans leur formation et qui ont vu tout un changement dans la perception de ces formations. On a par exemple une direction qui a utilisé le concept de Mario Kart dans une formation. Et en fait, ça a énormément plu. Je me rappelle plus du sujet de la formation. Je me demande si c'était pas le RGPD, mais je sais plus. Et en fait, on avait des collaborateurs qui contactaient la direction juridique en disant apparemment, vous avez fait une formation Mario Kart, est-ce qu'il reste des places? Est-ce que vous allez refaire une session? Parce que j'ai vraiment envie de tester. Et là, en fait, tout est gagné puisque les gens prennent du plaisir, sont en demande.
Et ensuite, en marquant les esprits, forcément, c'est plus facile ensuite de faire respecter toutes ces règles qui font l'objet de la formation à la base. C'est ça. Et c'est pas forcément besoin de. Là, tu donnes un exemple hyper intéressant, hein, ça sur ma carte, mais finalement, à toutes les directions juridiques qui nous écoutent, il n'y a pas forcément besoin d'aller jusque-là. Certains excellent dans la matière. Parfois, juste de se dire que la formation doit être intéressante et interactive. Ça peut être utiliser des exemples qui parlent, ça peut être Voilà. insérer des questionnaires. Moi, je sais que souvent, quand je donne des formations, j'utilise WooClap, par exemple, qui permet d'avoir des petits questionnaires en direct où les gens ils sont sur leur portable et on fait un petit quiz. Et en plus, des quiz qui sont très variés. C'est pas que des QCM, c'est trouver des réponses Oui. sur des images, des mots, des tableaux de mots. Et rien que le fait de le rendre interactif, même si le contenu, lui, reste technique et parfois ennuyant, hein, il faut le dire. Il y a certaines formations, il faut y passer parce que c'est une norme. Mais dans tous les cas, tout le monde n'a pas un intérêt pour le RGPD ou pour la lutte contre la corruption. Voilà. Mais il faut y C'est passer. ça. Et rien que le fait de le rendre interactif, le fait d'avoir des exemples qui parlent. Moi, je me souviens, j'avais dû former tous les collaborateurs quand j'étais en Big Four pendant l'été, 3000 personnes sur comment ça s'appelle déjà? Le délit d'initié. Donc ça parle à peu près à tout le monde, mais il fallait quand même faire une formation. C'était une obligation de former toute la boîte au délit d'initié. Bah, on avait pris des exemples qui parlent. On avait pris l'exemple de quelqu'un qui avait volé le portable de sa petite copine, qui avait découvert des emails sur une opération de Disney et qui avait fini en prison. Donc voilà, c'était des exemples un peu originaux, mais qui fait que les gens s'en souviennent en fait. Alors que si on fait Voilà. que balancer la théorie technique, les gens ils retiennent pas. Donc pas forcément besoin d'aller jusqu'à Mario Kart. J'aimerais beaucoup Oui. essayer, cela étant dit. Une formation RGPD en utilisant Mario Kart, je veux bien essayer. Mais que les gens se rassurent, il y a parfois des simples petites techniques, juste de rendre ça voilà, interactif, simple, illustré, que ce soit par un support ou même sans support, ça peut être verbal aussi, hein, des exemples concrets qui parlent aux gens, ça peut faire Oui. la différence. Exactement. C'est ça, j'ai déjà travaillé avec une direction juridique qui avait un support extrêmement technique, extrêmement complexe et qui s'apercevait que voilà, l'impact était vraiment moindre parce que les gens étaient barbés, là, tout simplement. Barbés. C'était barbant. Est-ce que barbé... Bon, en tout cas, voilà, on comprend. Et en fait, en reparcourant ensemble le support, et moi, simplement en posant quelques questions vraiment très concrètes, la juriste qui avait en face de moi, en fait, avait énormément d'exemples à me donner de situations auxquelles elle avait été confrontée. Et en fait, le simple fait de les intégrer, comme tu dis, dans le support et dans la présentation, ça a rendu la formation beaucoup plus vivante. Et effectivement, si on ajoute à ça de l'interactivité avec des outils, moi celui que j'utilise par exemple c'est Bicast, je pense que c'est un petit peu la même chose que ce que tu utilises avec des questionnaires au fur et à mesure. On implique en fait les apprenants et tout de suite on voit la différence avec des gens qui sont contents d'être là, qui sont en demande d'informations et qui repartent de là avec une vision très claire de la façon dont ils pourront appliquer les conseils dans leur quotidien, dans leur activité. Oui, parce que c'est quand même le but, c'est que quand on dispense une formation à des gens d'entreprise, c'est qu'ils appliquent après les règles. Si Voilà, on prend par exemple exactement. des formations sur la conformité Sapin 2 ou des choses comme ça, derrière il y a des risques très importants pour l'entreprise si elle n'est pas compliant. Donc que l'ensemble des collaborateurs soient capables de déclarer leurs conflits d'intérêts, les cadeaux, les invitations, les choses comme ça, c'est essentiel pour l'entreprise. Mais si les gens ne comprennent pas et ne l'appliquent pas, ça sert à rien. Donc effectivement, Tout à fait. perdre du temps finalement. Ça fait pas du temps pour les juristes qui vont vouloir passer du temps sur un support technique, qui vont au bout de 10 ou 15 présentations de la même chose en avoir assez aussi, à des gens qui vont pas s'y intéresser et donc qui vont pas l'appliquer, alors que finalement en changeant quelques petites choses à la base, c'est toute la chaîne entre guillemets qui se retrouve améliorée, c'est que les juristes c'est plus sympa de préparer une formation un peu plus vivante, drôle, intéressante. Les gens sont intéressés et du coup appliquent. Donc finalement, tout le monde est gagnant. Oui, tout à fait. On parle très souvent de gain de temps en legal design puisque le problème aussi de transmettre de l'information qui n'est pas claire,
c'est qu'ensuite, on a beaucoup plus de questions. Donc, les questions, ça se manifeste par des envois de mails, par des appels, par des demandes de réunions. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, ça demande énormément de temps. Et en plus, souvent, c'est les mêmes questions qui reviennent. Donc, autant prendre le problème à la source, transmettre une information en langage clair, compréhensible par tous et qui parle à tous, pour éviter ensuite cette perte de temps, entre guillemets, derrière. Si ça te va, je te propose qu'on parle des étudiants un petit peu. On en parle à peu près avec tous les invités parce qu'on se rend compte que on a tous fait des études de droit, on connaît tous des étudiants en droit et le constat il est assez unanime quand même, c'est que les études de droit ne préparent pas ou préparent de moins en moins à la réalité du monde juridique. Et pour le coup, que ce soit pour devenir avocat, juriste d'entreprise, notaire ou que sais-je, plus ça va, plus parfois il y a un décalage quand même entre les études de droit et le monde du travail. Et comme tu l'as très bien dit à de nombreuses reprises, pendant les études, on apprend du langage technique. Pendant les études, on passe beaucoup de temps à apprendre le droit. Toi, tu as dû faire un master en parallèle pour t'ouvrir l'esprit à autre chose et finalement découvrir une passion pour le legal design que tu n'aurais peut-être pas eu si tu n'avais pas fait ce master en design thinking. Quel conseil tu donnerais aux étudiants pour le plus rapidement possible, ou du moins pour pas être largué une fois sur le marché du travail et à intégrer le plus tôt possible finalement ces nouvelles tendances, entre guillemets, mais qui sont la norme de demain, en fait, en espérant que le legal design, finalement, devienne une norme, devienne la nouvelle normalité. Oui, 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 tout à fait. Simplement de prendre conscience qu'il est possible de communiquer de l'information juridique de façon accessible. Déjà, ça, c'est quelque chose qui n'est pas clair en fait pour les étudiants. Du coup, moi, je donne régulièrement des cours, donc soit au sein de facs de droit ou d'écoles d'avocats. Et en fait, la plupart du temps, les étudiants n'ont jamais entendu parler de legal design ou n'ont jamais entendu parler de communication du droit à des non-juristes. Donc déjà d'avoir conscience que c'est possible, c'est déjà un grand pas. Et puis après, d'être curieux et d'aller découvrir ce qui se fait. Il y a beaucoup de ressources aujourd'hui qui sont disponibles de façon gratuite sur Internet et qui peuvent aussi nous permettre de visualiser ce qu'il est possible de faire, parce que c'est vrai qu'au début, quand on parle de legal design, c'est assez abstrait et tant qu'on n'a pas vu d'exemple concret, on a du mal à se projeter, vraiment aller creuser. Et après, je sais que tous les étudiants ne sont pas logés à la même enseigne non plus, puisqu'il y a des établissements qui sont vraiment conscients et qui ont envie de préparer au mieux leurs étudiants aux enjeux juridiques d'aujourd'hui. Et donc, c'est aussi pour moi une responsabilité des établissements de s'ouvrir à ces nouveaux domaines et de préparer les étudiants aux enjeux j'allais dire de demain, mais en fait non, c'est d'actualité. C'est d'aujourd'hui, on est même déjà un petit peu en retard, parce que finalement, c'est depuis toujours que le droit devrait être compris de tous. Ah oui, complètement. Et c'est en 2024 qu'on se dit il y a peut-être urgence, parce qu'il y a beaucoup de... Notre vie est juridique, et finalement, il y en a les trois quarts qu'on ne comprend pas, que les gens ne comprennent pas, et on enchaîne toujours des nouvelles lois, des nouvelles normes, des nouvelles règles dans toutes les étapes de notre vie, et qui sont toujours pas compris, en fait. Donc l'urgence est là, en fait. C'est ça, l'urgence est là et c'est vraiment pas compliqué de s'en rendre compte, en fait, hein. Il suffit de parler au sein de notre entourage. C'est assez simple, je pense, de trouver des personnes qui n'ont pas fait de droit et qui, pour autant, ont été confrontées au droit une fois dans leur vie. Et en général, on a vraiment cette demande des gens de enfin apporter un petit peu de clarté dans ce domaine qui est tellement utile et tellement intéressant, mais qui n'est pas toujours adapté, en fait, à tous. Et je pense même à... Oui. Vas-y, je t'en prie. Je pense même à certaines situations qui sont carrément alarmantes, en fait, qu'on considère comme acquis, mais une fois qu'on est confronté à ces situations, on n'arrive pas à imaginer comment ça se fait qu'en 2024, on soit encore confronté à des situations comme ça. Je m'explique.
j'ai travaillé avec un collectif de professionnels, des professionnels du droit, mais aussi des médecins et des designers, pour faire des recherches autour des documents. Mais si je me rappelle pas du terme exact, ça va pas le faire. Formulaire de... Non, c'est terrible. Je te rajoute du montage encore. C'est pas grave. Zut, je me rappelle pas du terme alors que j'y ai bossé dessus pendant des mois. Des formulaires de consentement aux soins dans les hôpitaux. Voilà, c'est ça. Des formulaires de consentement aux soins dans les hôpitaux. Et en fait, on a axé nos recherches sur les personnes non-voyantes et malvoyantes. Et en fait, on s'est aperçu que dans les hôpitaux, mais de façon très générale en France et aussi à l'étranger, là en l'occurrence, on a mené les recherches en Angleterre, et on s'est aperçu qu'il n'y avait aucun mécanisme, aucun process mis en place pour que des personnes non-voyantes puissent avoir accès à l'information concernant leurs soins de façon claire et comme une personne voyante. Alors, ça nécessite aussi beaucoup de travail et c'est tout un nouveau processus à mettre en place, hein, donc ça nécessite aussi des moyens. Mais pour autant, c'est quand même une difficulté qui touche des milliers de personnes. Et en fait, c'est complètement... Et c'est assez dingue quand même. Oui, c'est que souvent quand on parle d'inclusion, on pense à l'accès physique, mais il y a aussi l'accès, on va dire, mental, l'accès à des informations, l'accès à des données, l'accès à des droits, et ne pas pouvoir effectivement comprendre le formulaire de consentement aux soins, c'est quand même un peu embêtant que tous les personnes ne soient pas traitées également et que une personne qui est malvoyante ou non-voyante qui devra signer parce que si elle veut des soins, elle devra signer le document dans tous les cas, n'est pas à un même niveau de connaissance du document, c'est quand même un peu embêtant. Donc, il y a un beau et un gros travail à faire sur l'inclusion par l'accessibilité à tous des informations juridiques dans tous les domaines. C'est ça. Très bien. Et ce que je te propose, c'est pour conclure cet épisode, si tu veux donner un petit conseil ou rassurer les personnes sur comment se lancer dans le legal design, comment oser franchir le pas et qu'est-ce que ça va leur apporter. Oui, déjà c'est une méthode qui est extrêmement riche en fait. Il y a énormément de choses qu'on peut mettre en place et c'est pas pour autant que du jour au lendemain on doit être vraiment irréprochable et on doit changer toute la pratique. Déjà de prendre l'habitude de questionner les destinataires sur leur compréhension des solutions juridiques, des documents juridiques, c'est déjà un bel effort et ça peut être tout simple. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de tester les documents qu'on m'envoie. Et ça peut être des choses qui sont faciles à mettre en place. Par exemple, souvent, je pose des questions juridiques dont la réponse se trouve dans le document. Et en fait, très vite, je me rends compte qu'il y a des gros problèmes de compréhension, voire même des choses qui pour moi, là, je m'étais dit, bon, là, vraiment, c'est clair. En fait, je m'aperçois que non, il y a encore la possibilité de le travailler. Donc, ça peut être des choses comme ça, toutes simples, qui nous font prendre conscience de la différence de compréhension de chacun. Et après, vous allez le voir, c'est extrêmement satisfaisant en fait de transformer un document et alors toujours dans cette démarche d'avoir des retours. Moi, donc, je réinterroge les personnes que j'ai interrogées et là, mais quel bonheur quand elles me disent waouh, mais qu'est-ce que ça fait plaisir, je comprends en fait, c'était pas si compliqué et en fait ça m'intéresse et c'est tellement satisfaisant de voir ça. Le simple j'ai compris qui fait tout, qui change tout. Mais c'est ça, c'est ah oui, en fait, c'était tout simple. Bah oui, effectivement. Et puis là, tout est beaucoup plus fluide, tout va beaucoup plus rapidement. Donc le simple fait de questionner, de prendre le temps,
Ça peut être déjà un très très beau pas. Et ensuite, il y a une ressource que j'ai pas citée, mais que je cite souvent, qui est alors c'est un lexique, je l'ai quelque part, ou alors je te le donnerai pour que tu mettes dans les notes du podcast si c'est possible. C'est un lexique de termes juridiques, donc c'est un lexique officiel qui nous permet tout simplement d'avoir un équivalent dans un langage compréhensible par tous. Donc au début, ça peut être un très bon réflexe de regarder dans ce lexique et de voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, c'est cool. Surtout que même en plus du lexique, tout le monde en ce moment est très branché sur l'IA. On parle souvent de ses capacités à synthétiser, à résumer et à reformuler. Et c'est que parfois un test pour essayer s'il y a une clause qu'on ne comprend pas ou quelque chose qui n'est pas clair, parfois un simple copier-coller, alors que ce soit ChatGPT ou autre chose, avec comme consigne de reformuler en utilisant un langage clair et simple, ça peut donner une première idée de ce à quoi ça ressemble. Après, évidemment, il faut une relecture juridique ou tout à fait. Pas pour être sûr, mais il y a déjà quand même un premier travail de reformulation et de simplification. Moi, ça m'est déjà arrivé souvent dans des contrats complexes de copier une clause ou deux dans ChatGPT, de dire est-ce que tu peux me reformuler ça en utilisant un langage clair, compréhensible pour des non-juristes, un prompt tout simple, mais qui peut déjà donner une petite idée de ah oui, tiens, en fait, effectivement, ça doit sans doute être ça. Tout à fait. Et en fait, ce que j'ai envie de dire aussi aux professionnels du droit, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle a une place quand même importante dans notre quotidien, alors plus ou moins en fonction de chacun. Et en fait, moi, il m'arrive souvent d'échanger avec des personnes pour voir aussi leur niveau de compréhension du contrat. Et je les questionne un petit peu sur leurs habitudes et ils me disent, bah, c'est simple, là, c'est tellement incompréhensible que je demande à ChatGPT de me l'expliquer. Et je fais ça pour tout contrat puisque je ne comprends pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est aussi de prendre conscience de ça. Et il vaut mieux proposer à ses clients quelque chose de clair, juste d'un point de vue juridique, plutôt que aussi de prendre le risque que ce soit l'IA qui s'en charge à notre place. Oui, mais effectivement, intégrer l'IA dans la reformulation, etc., c'est quelque chose qu'il est possible de faire, et que moi aussi je fais, avec relecture, bien sûr, ensuite, systématique. Parfois même avec Microsoft Word, il y a un petit add-in en haut justement de relecture. Alors, il y a quelques années, c'était uniquement l'orthographe. Maintenant, il revoit le style, il revoit la compréhension et on peut justement appliquer lui dire si on veut plutôt un langage formel ou pas. Ça peut déjà être aussi une piste. Parfois, on se rend compte que tiens, ça, c'est pas cohérent. Et dans Microsoft Word, il y a des outils déjà qui permettent de retravailler un peu les documents, de les rendre plus cohérents. Oui, tout à fait. Il y a aussi l'outil Antidote qui est très bien pour le français. Et c'est le même concept avec une vérification très poussée de l'orthographe et puis des suggestions de reformulation pour améliorer la lisibilité. Donc, ouais, il y a plein d'outils qui existent et qui sont très, très bien. Que de ressources. Plus d'excuses pour ne pas reformuler en langage clair. C'est ça. Merci beaucoup Cassandre d'être venue aujourd'hui. Pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le profil LinkedIn de Cassandre qui publie régulièrement le site internet wald.legal. C'est exactement ça. Merci beaucoup Quentin. Parfait. Merci à toi Cassandre et puis au plaisir de t'accueillir à nouveau à l'occasion pour partager toujours plus sur le legal design, le langage clair et tout ce que ça apporte au quotidien. Avec grand, grand plaisir. À bientôt.